13h-15h, Europe 1 Info. La santé et la suite à 14h46 dans Europe 1 Info sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot et Clélie. Le vendredi, on parle d'amour et aujourd'hui, on évoque le trouble de l'érection. Et oui, c'est le vendredi, c'est l'amour et la sexualité. Et la santé. On en parle. Et la santé, bien avec sûr. le docteur Gilbert Boujaoudé, qui est sexologue et qui répond à toutes vos questions. Alors justement, des questions, on en a. Alors, personne n'a osé nous appeler sur ces sujets, mais on a des témoignages et c'est possible de le faire. 01 80 20 39 21. Alice, à 29 ans, elle nous appelle de Marseille. Docteur, on entend dire que ce n'est pas la taille qui compte, mais, poursuit-elle, étant célibataire, j'ai des relations avec différents hommes et il y a 15 jours, j'ai rencontré un homme qui me plaît, mais au moment de passer à l'acte, son sexe était vraiment très petit. Est-ce que ça peut s'arranger? Est-ce que vous avez des conseils? Je découvre la question avec vous. Oui. Docteur Gilbert Boujaoudé, ça c'est vraiment une question importante parce qu'on dit qu'on ne se compare pas, mais évidemment, et chez les hommes, ça a toujours existé et ça existera toujours, de comparer la taille, la forme, et je ne sais quoi. Exact. Et la taille, ce qu'on appelle les micro-pénis, on aimerait justement avoir aussi une définition sur ce que c'est et surtout répondre à Alice. Ce qu'on peut faire Elle a l'air très dans ces embêtée, cas-là, ouais. C'est l'histoire de micro-pénis, elle est souvent mal utilisée. Le terme est mal utilisé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais 95% des personnes qui consultent pour micro-pénis ont un pénis normal. C'est juste qu'ils ont l'impression que c'est plus petit. Là aussi, c'est les conséquences du porno et le fait de se comparer. Maintenant, quand c'est un micro-pénis, la définition, c'est un pénis qui fait moins de 9 cm en longueur en érection. Et c'est rare, c'est plutôt rare. En général, on le sait, dès le début de l'âge adulte, on voit que le pénis ne se développe pas. Alors, les traitements ou comment améliorer ça, même si, et elle a raison, c'est Alice, c'est ça, qui a posé la question. Elle a raison, effectivement, il y a plein de choses, et on en a parlé la dernière fois, il y a plein de choses qu'on peut faire en dehors de la pénétration, mais la pénétration, même si c'est pas le clou du spectacle, c'est quelque chose qui peut être apprécié. Pour le micro-pénis, si on le détecte avant l'âge de 16 ans, il y a encore possibilité d'agir dessus. D'ailleurs, si c'est pour des raisons hormonales, on peut mettre des traitements hormonaux. Malheureusement, après l'âge de 18-20 ans, notre pénis n'a plus de récepteurs aux hormones de croissance, à la testostérone, il ne pousse plus. Et là, c'est des solutions qui peuvent être soit sexologiques, c'est-à-dire le fait d'apprendre le plus possible des techniques sans pénétration, soit parfois des interventions chirurgicales. Justement, j'allais vous en parler. On voit ça sur les réseaux partout. Allongement, élargissement de la verge, injection de graisse, etc. Voilà. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Et est-ce que ça fonctionne en érection? Oui, ça marche à condition que ça soit fait par des chirurgiens formés. D'ailleurs, même les urologues se forment maintenant. Il y a un diplôme qui s'appelle diplôme de chirurgie de la verge. Et si vous devez vous faire opérer de la verge, je vous conseille d'être opéré par quelqu'un qui a l'habitude. C'est pas parce que ça coûte moins cher en Roumanie, par exemple, d'aller faire une opération d'agrandissement. Parce que, en plus, il faut surveiller ensuite l'évolution. Et je sais que les urologues, chirurgiens et urologues français récupèrent beaucoup de personnes qui ont été opérées à l'étranger, qui ont le pénis totalement abîmé suite à de telles nécrosées, suite à de telles interventions. Donc oui, il y a des résultats à condition que ça soit fait de façon correcte par un chirurgien qui a l'habitude de le faire. Et on peut gagner combien de centimètres? C'est 1 à 2 cm en longueur. Je sais que comme ça paraît pas beaucoup, mais proportionnellement, quand on part de 9-10 cm, 1 cm ou 2 en plus, c'est visible, on le voit. Et en largeur, en fait, ça c'est plutôt proportionnel en diamètre par rapport à la longueur. Ouais. On ne peut pas parler tout de même des troubles de l'érection sans parler des traitements qui ont révolutionner, on peut dire, les troubles de l'érection. Oui. Alors, quels sont-ils? On va citer les principaux, on ne peut pas en citer qu'un. Comment fonctionnent-ils chacun? Quelles sont leurs indications, leurs contre-indications? Beaucoup de questions. On va les résumer. Ils appartiennent tous à la même classe de médicaments qu'on appelle IPDE5, inhibiteur de phosphodiesterase de classe 5. Ok, voilà, maintenant vous pouvez oublier. Leurs noms médicaux, c'est sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil. Vous pouvez donner le nom que tout le monde connaît. C'est les 4. En fait, j'ai dit ça parce qu'ils sont génériqués. Et ils sont tellement anciens, et comme ça coûte moins cher, c'est vrai que les originaux, on les prescrit pratiquement plus. Une ordonnance sur laquelle j'écris Viagra, je pense que ça fait 6 ans que j'ai pas écrit le mot. Viagra, c'est le premier aussi. C'est le tout premier qui a ouvert la voie, ou Cialis qui est arrivé après. On utilise les génériques qui sont tout aussi efficaces et qui coûtent beaucoup moins cher. Oui, mais ils ont pardonnez-moi l'expression, mais des fenêtres de tir différentes. Oui, il y a une différence entre les 4. Alors, on va dire ce qui est vraiment réel, parce que le laboratoire dit dessus. La principale différence, c'est la durée d'action on va
On va parler plutôt, oui, voilà, en durée d'action pour le tadalafil. Par exemple, sildenafil, vardenafil, avanafil. Quand on Vous les voulez prend, pas nous donner les bons noms qu'on connaît? allez, on va dire Viagra, Levitra, Spedra. Quand on les prend, l'effet apparaît si on a l'estomac vide dans les 20-30 minutes qui suivent, si on n'était pas totalement à jeun, plutôt 1 heure dans l'heure qui suit, et leur effet va rester, allez, on va dire 8, 10, 12 heures. Ça ne veut pas dire qu'on reste 10 heures en érection. Ouais. Ça, c'est impossible. D'ailleurs, au-delà de 2 heures d'érection, il faut consulter. C'est une urgence absolue. On peut perdre le pénis si on reste longtemps en érection. Donc, c'est une période pendant laquelle, si on a envie, s'il y a une stimulation sexuelle, on sait que le médicament va améliorer notre érection. Tandis que le Cialis, le tadalafil, lui, il a une fenêtre de tir qui est plutôt de 24, 36, voire 48 heures. C'est plus confortable. Ce qui est plus confortable, j'avoue que quand il est sorti, ce médicament, d'ailleurs, on l'a appelé la pilule du week-end. Et on s'est rendu compte dans les études de préférence, c'est-à-dire on a donné le Viagra, le Cialis, le Vitra à des personnes, puis on interchangeait tous les 3 mois, et à la fin on leur a dit lequel vous préférez. Figurez-vous qu'un tiers préférait l'un, un tiers préférait l'autre. Et par exemple, l'histoire de la durée d'action longue, de la fenêtre de tir longue, il y a des personnes qui disent « mais moi je sais que je fais l'amour 1 fois par mois, je sais que c'est ce soir entre telle heure, telle heure ». Ça me fait une belle jambe, que ça agisse pendant 2 jours. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir personnaliser le traitement. Oui. Quelles sont les contre-indications? Il y a 2 contre-indications absolues. Premièrement, on ne les prend pas avec tout ce qui est dérivé nitré, trinitrine. Alors, la trinitrine, médicaments pour le cœur. C'est des médicaments. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a confondu problème cardiaque. Non, c'est interdit avec un médicament pour le cœur qui s'appelle trinitrine ou donneur de monoxyde d'azote, ou les drogues à base de trinitrine, le poppers par exemple, à base de nitrate. Ça, c'est la contre-indication absolue. Deuxième contre-indication qui est du bon sens, mais qui est rarement dite. Là, c'est pas le médicament qui est interdit, c'est le rapport sexuel qui est interdit. Il y a des situations où on n'a pas le droit de faire l'amour. Par exemple, si votre médecin vous dit « tu montes pas les escaliers, tu fais pas d'activité physique, tu fais pas de jardinage, tu restes au repos », c'est rare que le médecin rajoute « et tu fais pas l'amour ». Et pourtant, c'est la même contre-indication. Je rappelle qu'il y a un test. Si vous êtes capable de monter 2 étages à pied, sans être totalement essoufflé, avoir mal dans la poitrine, être complètement épuisé, faire un malaise, c'est que vous pouvez avoir un rapport sexuel, votre corps supporte. Par contre, si quand vous montez des escaliers, au bout de quelques marches ou un étage, vous êtes complètement HS, il vaut mieux vérifier si vraiment vous êtes capable que votre corps est capable d'assumer un rapport sexuel. Alors, je sais qu'on a parlé des troubles de l'érection, donc on s'intéressait plutôt aux hommes et aux femmes, puisque tout le monde est concerné. Mais est-ce qu'on a pensé à des médicaments comme ça pour les femmes? Oui, d'ailleurs, il y a des rares situations où on prescrit, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, des rares situations où on prescrit les médicaments de l'érection masculine pour les femmes. Par exemple, des femmes qui ont des troubles de l'excitation sous antidépresseurs ou qui ont une sclérose en plaques ou une maladie diabétique. Donc, il y a quelques situations comme ça. Par contre, chez les femmes, malheureusement, pour le moment, en Europe, il n'y a aucun médicament accrédité. Aux États-Unis, il y en a 2. Mais on n'est pas pressé de les avoir. Il y en a un, c'est un antidépresseur qui marche pas terrible. Et l'autre, c'est des piqûres à se faire dans le ventre, 1 demi-heure à 1 heure avant de faire l'amour. Et ça donne très mal à la tête et ça donne des poussées de tension. On va attendre que ça s'améliore. Non, mais ce qui ressort évidemment de tout ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à consulter lorsqu'on est gêné par un trouble de l'érection. Quand il n'est pas passager, bien sûr, quand ça arrive une fois, c'est pas très grave. Mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'il faut consulter. Oui, et ça peut sauver des vies, et je pèse mes mots, parce qu'en fait, ça peut révéler des problèmes de santé sous-jacents. Et le fait d'aller mieux, parce que sexuellement on va mieux, on s'occupe mieux de soi-même. Merci beaucoup, docteur Gilbert Boujaoudé. Je rappelle votre livre, votre dernier livre, Amour et sexualité, c'est pas si compliqué. Merci, docteur Millot. On se retrouve lundi. Dans un instant, c'est Romain Desarbres et Marie-Estelle Dupont pour Et si on en parlait. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve un bon week-end à tous. Lundi dès 13h. C'était Clélie Mathias, il est 14h56. Excellent après-midi à l'écoute d'Europe 1.